Merci. On a dit, la loi Leonetti est très mal connue. Les réseaux tels que Respect Vie essayent d'œuvrer à l'information des usagers, des professionnels. Alors, ça va être en diffusant certains outils, en organisant des conférences débats, en proposant des formations pour les aidants, justement. C'est un des projets qui nous tient à cœur. Ça nécessite aussi l'information des malades et de leurs proches. Et ce n'est pas aussi gagné. On voit un peu trop de patients qui ne sont pas informés de leur diagnostic et de leur pronostic. Donc comment leur demander quelles sont leurs volontés quant à leur lieu de décès? Est-ce qu'ils veulent décéder chez eux ou pas, hein? Quand ils ne savent même pas qu'ils sont atteints d'une maladie grave, c'est un petit peu compliqué. Il s'agit bien sûr d'informer correctement, on n'est pas là pour violenter les patients, hein. Le réseau accompagne les patients bien sûr à domicile. Lorsqu'ils sont suivis par un réseau, on arrive à plus de 70% des patients suivis qui peuvent décéder dans leur lieu de vie. Nous devons aussi soutenir les proches qui sont en première ligne, sans qui rien n'est possible. Bien sûr avec un soutien psychologique, mais aussi avec la possibilité de faire intervenir des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Nous veillons aussi à ce que les proches puissent avoir accès à un soutien après le deuil. Ce n'est pas toujours facile de trouver des ressources pour cela et d'informer les usagers de ces possibilités. Dans les faits, nous prouvons quotidiennement la plus-value apportée par ces organisations que sont les réseaux. Pour exemple, 98% des patients sont soulagés de leur douleur. Les demandes d'euthanasie sont levées pour la plupart après notre intervention. Et puis la majorité des patients qui ont exprimé le souhait parviennent à terminer leur jour là où ils le désirent. Le bénévolat d'accompagnement est selon moi une illustration exemplaire de ce que peut être cet engagement citoyen. Nous avons besoin de plus de bénévoles. Et pour conclure, je dirais à ceux qui nous écoutent, engagez-vous et rejoignez-nous. Et à ceux qui sont déjà impliqués, je dis merci. Alors, Huguette Le Gall, il vous revient maintenant de nous raconter un certain nombre de situations qui vont nous permettre de donner de la chair à ce que nous avons entendu. Il va pas bien, il est dans un service de soins palliatifs. Ce monsieur, en tout cas, et les personnes de sa famille sont plutôt satisfaits, même très satisfaits de l'accompagnement, des soins, de l'attention. Et sa fille nous dira après, nous étions préparés et nous avions beaucoup échangé avec notre père. Et puis le médecin a expliqué que ce monsieur, il allait mieux. Évidemment, tellement bien accompagné par les soins palliatifs et les bénévoles d'accompagnement, que je n'oublierai pas, que la douleur était bien gérée et donc il fallait transférer ce monsieur dans un autre service qu'il ne relevait plus des soins palliatifs. Et voilà, 4-5 jours après, on retrouve ce monsieur dans un service et sa fille nous raconte, il n'est pas levé, il a des escarres, il est triste, il ne mange plus et nous demande à chaque instant pourquoi ils ne sont plus là, les gentils. Une autre situation, il est expliqué à une famille qu'il n'y a plus rien à faire. Cette dame, on ne peut plus la garder dans le service, il n'y a plus de place. On a besoin du lit, on ne reparlera pas de la T2A. Et la personne se retrouve à domicile, sans aucune information sur le service d'aide à domicile, comme vous le disiez. Alors le mari, lui, il accepte sa femme chez lui et puis il s'en occupe. S'en occupe tous les jours. Le monsieur est mort d'épuisement. Et puis la dame, elle est repartie à l'hôpital. C'est vraiment des situations que l'on rencontre, je dirais, au jour le jour, qui sont quand même difficiles. Et donc on se rend compte que certains professeurs, certains médecins n'ont pas le désir d'appeler l'équipe mobile parce que on sait faire, on a l'habitude, c'est quand même des pathologies qu'on connaît. Et je trouve que toutes ces choses-là, nous vraiment, qu'on appelle donc les représentants des usagers, nous permet d'être témoins. Et à partir du moment où on est témoin, je crois qu'on n'a plus le droit de se taire et qu'on doit oser dire, parce que bien souvent, dans les situations dont je vous parle, ce qui fait que ça reste difficile, c'est que finalement les gens, les personnes, n'osent pas dire. Mais dans la majorité des plaintes ou des réclamations, il y a nous nous sommes sentis infantilisés, on n'a pas compris, on n'a pas osé, tout ça parce que effectivement le médecin, les équipes restent peut-être un peu encore dans une certaine distance. Et je pense qu'en tant qu'usager, avant de devenir usager sans air, on a vraiment intérêt à se défendre. Et quand on peut être porte-parole, quand on peut être témoin, je pense qu'il faut pouvoir réellement le faire.
parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Là, moi, je vous donne des situations difficiles, mais il y a beaucoup de choses qui bougent, effectivement, mais je crois qu'il faut qu'on s'y mette tous. Voilà pour moi. Merci à tous. Les exemples et témoignages donnés par Huguette Le Gall vous ont donné l'envie de, non pas de répondre, c'est pas le mot, mais de réagir. Deux choses que je voudrais dire pour l'avenir. Il est absolument nécessaire et urgent de penser la fonction de coordination. Et ce qui émerge, c'est la nécessité d'une véritable compétence, peut-être d'un nouveau métier, qui est celui de coordonnateur. Le deuxième point que je voudrais dire, mais là aussi pour mettre en perspective par rapport aux situations que vous évoquez, c'est que plus la médecine moderne, parce qu'elle a développé une capacité technoscientifique incroyable pour permettre le maintien en vie des personnes, plus la médecine progresse, plus il faut penser l'accompagnement. Le nombre et la complexité et la fragilité des malades que nous sommes en capacité de fabriquer aujourd'hui nécessitent de penser des organisations et des systèmes qui aujourd'hui n'existent pas encore. Et on essaie de les expérimenter. Une démocratie qui se respecte est une démocratie qui permet d'aller dans le sens des solidarités, me semble-t-il. Il y a une forte pression pour les programmes politiques, il y en a qui sont déjà tout écrits, et où la légalisation de l'euthanasie est clairement écrite dans les programmes. La loi 2005 nous a beaucoup apporté, et pour les situations où on reste encore insatisfait, on va dire, c'est-à-dire des patients qui, on peut dire, demandent l'euthanasie pour certains, eh bien, ce sont des situations que l'on peut régler au cas par cas, et elles ne nécessitent en aucun cas une législation, une loi pour ça. Au sein d'une institution ô combien respectable, comme le Sénat par exemple, quand on nous pose cette question, mais entre nous, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose de maintenir en vie des personnes? C'est qu'on a une espèce de dévoiement de la pensée sur l'homme par l'homme. La vie, de savoir partager, de donner un peu de soi tout autour de soi. Bonjour à tous, chers congressistes. Je suis très heureuse et honorée d'ouvrir ce 22e congrès de la Fédération dans ce magnifique auditorium de la Fleurier. Sur nos 79 associations, Jalmad en parrainage, 72 sont représentées, ce qui est un véritable succès. Venons-en à notre congrès 2011. Cette année, c'est l'association Jalmad Loire-Océan, avec son chef de file Marie-Irlande, qui nous accueille dans cette ville dynamique de Carquefou. Pour la 4e année, l'organisation du congrès, en particulier dans sa dimension contenue, est confiée à une équipe élargie, dite comité congrès, constituée à la fois par des membres de l'association Jalmad Loire-Océan et de l'entente Grand Ouest, des membres du bureau de la fédération, le président de l'association qui a accueilli le congrès en 2009, en l'occurrence Jalmad Annecy, et celui qui accueillera le congrès l'année prochaine, c'est-à-dire Jalmad Marseille. Nous en parlerons demain. Ce comité congrès est animé par une de nos vice-présidentes, que vous connaissez bien, Laurence Mitaine, de Jalmad Orléans. Au-delà de ce congrès, il y a bien sûr tous les bénévoles, facilement repérables avec leur écharpe verte, et ils sont très nombreux, comme vous l'avez vous-même constaté. Cette année, le thème du congrès est donc l'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement. Quelle réalité aujourd'hui? Pourquoi avons-nous retenu ce thème? Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Le 9 juin 1999, une loi visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement pour toute personne dont l'État le requiert est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat. Je dis bien à l'unanimité, ce qui n'est pas si fréquent. 6 ans plus tard, le 25 avril 2005, c'est la loi dite Leonetti, droit des malades et fin de vie, qui complète de façon très pertinente le dispositif juridique de notre pays. Plusieurs années se sont écoulées. Nous voilà aujourd'hui en mars 2011, alors que vient d'être établi le bilan à mi-parcours
du Programme national de soins palliatifs 2008-2012. Nous avons considéré qu'il était utile et important de réfléchir ensemble sur la réalité de l'application de ces lois républicaines dans notre système de soins. L'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement est-il devenu une réalité ou reste-t-il une utopie? Pour nous aider dans notre réflexion, nous avons la chance, le privilège, d'accueillir à Carquefou de nombreux orateurs de très grande qualité, professionnels ou associatifs, qui, au travers de leurs responsabilités régionales et pour certains d'entre eux nationales, sont interpellés au quotidien par ces questions. Ils ont accepté de nous faire partager leur analyse, leur perception, leurs questionnements, leurs espoirs, voire aussi leurs inquiétudes. Nous étions convaincus que leur expertise, doublée de leur expérience de terrain, était un gage certain de qualité pour nos débats. La qualité de la table ronde d'hier soir en est la preuve. Son contenu a suscité beaucoup d'intérêt. L'excellence des 4 orateurs, chacun à son propre niveau de responsabilité, mise en valeur par la justesse de l'animation de Jacques Ricot, ont fait de cette soirée un temps d'exception. C'est un réel privilège de pouvoir profiter ainsi de tels échanges. J'ai aussi envie de dire qu'au-delà de leurs compétences et de leur expertise, ce sont aussi et surtout les personnes de conviction, riches à l'humanité, très engagées dans leur quotidien qui nous ont touchés. Mais ceci n'était qu'une mise en bouche. Notre journée d'aujourd'hui, samedi, va nous permettre de poursuivre cette réflexion. La matinée sera introduite par une plénière consacrée au thème « Démarche palliative et culture de l'accompagnement, quelles avancées ?» dans laquelle vous retrouverez le docteur Anne Richard avec 2 autres professionnels de santé. L'après-midi, c'est le docteur Bernard Devalois qui animera la plénière sur le thème « La loi Leonetti, ses principes et son application ». Chacune de ces plénières sera ensuite déclinée en 3 ateliers. Ainsi, tout au long de cette journée, les citoyens que nous sommes, engagés au sein de nos associations d'accompagnement, vont pouvoir confronter leur expérience de terrain, faire part de leurs interrogations, de leurs difficultés et de leur expérience. Nous sommes en effet très attachés à la rencontre, au dialogue, à la réflexion en commun, cette réflexion qui se nourrit du partage de nos actions sur le terrain. Ainsi, grâce à votre participation active, cette journée va nous offrir ces espaces privilégiés d'échange, tout en apportant un précieux éclairage sur l'évolution concrète des soins palliatifs et de l'accompagnement dans notre pays aujourd'hui. Ce 22e congrès Jeanne Mac devrait ainsi contribuer, nous l'espérons, à une prise de conscience plus élaborée encore de notre responsabilité citoyenne au sein de notre système de santé. Donc cette journée promet d'être passionnante, donc ne perdons pas plus de temps. Je vous souhaite à tous un excellent congrès. Merci beaucoup pour votre attention.